Un nouveau vaccin autorisé en Europe, les 5-11 ans bientôt vaccinés en France. Tour d'Europe de l'actualité de la pandémie dans ce journal. Au procès du crash du vol MH17, les procureurs ont débuté leur réquisition. 4 membres des forces pro-russes en Ukraine sont accusés d'être responsables de l'accident. Le Chili a élu son nouveau président. Le candidat de la gauche, Gabriel Boric, l'a emporté face à José Antonio Cast, nostalgique de la dictature d'Augusto Pinochet. Aux Philippines, le bilan du typhon dévastateur s'alourdit. Il pourrait faire plus de 400 morts dans des îles parfois entièrement rasées. En Éthiopie, les rebelles du Tigré annoncent se replier dans leur région pour que l'aide humanitaire puisse entrer. Le gouvernement parle de déroute et de pertes humaines. Voici le 5e vaccin à recevoir l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Le sérum de Novavax contre le Covid-19 va ainsi pouvoir être distribué sur le continent européen. Au contraire de Moderna ou de Pfizer-BioNTech, la firme américaine a développé un vaccin reposant sur la technique sous-unitaire, un procédé déjà utilisé dans la lutte contre la coqueluche ou le pneumocoque. Principal intérêt, les désagréments suite à l'injection sont en principe fortement réduits. Selon des résultats publiés par Novavax au mois de juin, son vaccin protège à 100% contre les formes graves et près de 90% contre les formes symptomatiques. Mais ces chiffres sont antérieurs à l'apparition des variants Delta et Omicron. Face à la flambée des cas de Covid-19, nombre de pays européens vaccinent désormais les 5-11 ans. C'est le cas depuis la semaine passée en Allemagne. Ce sera également possible en France, la Haute Autorité de Santé ayant donné ce lundi son feu vert au lancement d'une campagne de vaccination visant cette tranche d'âge. En Italie, pays qui connaît des taux de contamination en hausse, mais encore inférieurs à ceux de l'Europe du Nord, les vacances de fin d'année sont compromises. Selon une enquête, 8 millions d'Italiens ont renoncé à partir à cause du variant Omicron. Autre annulation, cette fois du côté de Davos en Suisse. Le Forum économique mondial, censé se tenir en janvier 2022, est annulé. Il devrait finalement se dérouler au début de l'été. Le procès fleuve du crash du MH17 va bientôt toucher à sa fin. Ce lundi, les procureurs ont débuté leur réquisition contre les 4 accusés, 3 Russes et 1 Ukrainien. Le ministère public et les spécialistes estiment qu'ils ont abattu, grâce à un missile russe, le vol de la Malaysia Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014. Il reliait Amsterdam à Kuala Lumpur et comptait 298 passagers, dont nombre de Néerlandais. Aucun n'a survécu. Les 4 accusés, des hauts gradés des bataillons séparatistes pro-russes, ne se sont pas présentés au procès. Seul l'un d'entre eux s'est fait représenter par un avocat. Ils risquent pourtant tous la prison à perpétuité. Depuis mars 2020 et l'ouverture du procès, les témoignages de proches de victimes se sont multipliés, mais également ceux d'habitants de la région de Donetsk, témoins du crash. Lorsque l'avion s'est écrasé, moi et mes amis, nous avions 15 ou 16 ans. Nous étions jeunes, nous étions encore des enfants. Nous en avons vu assez. Tout ça, c'est à cause de la guerre. Si la guerre n'avait pas commencé ici, il n'y aurait pas eu de victimes. Tout aurait été différent. Les audiences interviennent sur fond de crispation russo-occidentale croissante autour de l'Ukraine. Américains et Européens accusant Moscou d'y préparer une offensive militaire. Voici le nouveau président du Chili, Gabriel Boric, 35 ans, et représentant de la gauche lors de cette présidentielle. Dimanche, pour le second tour du scrutin, il l'a emporté avec 12 points d'avance face à José Antonio Cast, le candidat de l'extrême droite, nostalgique de la dictature d'Augusto Pinochet. Gabriel Boric, à la tête d'une coalition allant du centre à l'extrême gauche, a fait campagne sur la justice sociale dans l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. Je sens que je suis l'héritier et je sens que notre projet est l'héritier d'une longue trajectoire historique, celle de ceux qui, depuis des positions différentes, ont cherché inlassablement la justice, l'expansion de la démocratie, la défense des droits de l'homme, la protection des libertés. C'est ma grande famille que je voudrais voir à nouveau réunie dans cette étape que nous commençons aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à un changement de cycle historique. Signe de l'engouement suscité par le scrutin, le taux de participation a dépassé les 55%, un niveau jamais atteint depuis 2012 et la fin du vote obligatoire dans le pays. Quelques minutes après l'annonce de la victoire, une foule gigantesque s'est massée dans les rues de la capitale Santiago.
Avoir battu Cast signifie que le Chili va vraiment de l'avant. Je suis super enthousiaste. Un changement devait être fait et il y avait un danger qu'un candidat comme Cast arrive en tête. Il y a eu une énorme influence des jeunes qui sont descendus dans la rue et ont montré que des demandes doivent être satisfaites. Cette élection s'inscrit dans la continuité des manifestations fleuves de 2019. Elles avaient débouché sur un processus visant à écrire une nouvelle constitution garantissant davantage de droits élémentaires aux Chiliens. En cas de victoire de José Antonio Cast, l'avenir des propositions de la constituante était loin d'être assuré. Ce dimanche, le Chili pourrait donc entamer un nouveau chapitre de son histoire. Reste à savoir si Gabriel Boric aura les coups des franches au Parlement pour faire voter ces réformes. Le bilan des victimes s'alourdit aux Philippines, victimes du plus violent typhon à frapper le pays cette année. 375 morts et plus de 50 disparus et des régions entières où les survivants sont démunis, privés de communication, d'électricité, d'eau et de nourriture. La branche philippine de la Croix-Rouge parle d'un carnage complet au niveau des zones côtières après le passage jeudi du typhon Rai. Cette femme se plaint d'avoir payé des impôts toute sa vie mais de ne recevoir aucune aide du gouvernement. Le président du pays, Rodrigo Duterte, a promis lors d'une visite sur place une aide équivalente à 35 millions d'euros. Plus de 380 000 personnes avaient fui leur domicile avant l'arrivée du typhon. Les Philippines disposent d'un système de gestion des catastrophes qui avertit de l'approche d'une tempête, permettant aux populations de rejoindre des centres d'évacuation. Mais Rai frappe également fortement le secteur du tourisme qui peinait déjà à se remettre de la pandémie de Covid-19. Certaines îles sont en effet entièrement rasées. Des dizaines de camions militaires et d'hommes en mouvement. En Éthiopie, les rebelles du Tigré annoncent quitter les régions de l'Amhara et de l'Afar qu'ils avaient conquises. Motif avancé, laisser entrer l'aide humanitaire. Un retrait jugé jusqu'ici impensable pour le Front de libération du peuple du Tigré, mais qui était exigé par le gouvernement comme préalable à des négociations. Pour lui forcer la main, il avait entrepris le siège de la région du Tigré. Pour Addis Abeba, ce repli sert donc à masquer des pertes considérables. Depuis plus d'un an, un conflit oppose les forces pro-gouvernementales aux rebelles tigréens. La guerre a éclaté quand le Premier ministre éthiopien a envoyé l'armée dans la région du Tigré. Objectif, destituer les autorités locales qui défiaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires. La solidarité du secrétaire général de l'ONU avec les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Antonio Guterres leur a rendu hommage en déposant des fleurs devant leur mémorial. 216 personnes ont été tuées en août 2020 quand des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé, dévastant la capitale libanaise. À ce jour, toujours aucune condamnation. Les familles des victimes accusent les responsables politiques de faire obstruction à l'enquête. L'Égyptien Alaa Abdel Fattah, figure centrale de la révolution de 2011, a été condamné à 5 ans de prison pour diffusion de fausses informations. Ce militant politique est en détention provisoire depuis 2 ans. Il avait été arrêté en 2019 après des manifestations contre l'actuel président Al-Sisi. Ce dernier est accusé par des ONG internationales de mener une répression contre les opposants et les défenseurs des droits de l'homme. Après avoir passé 12 jours dans l'espace, les voilà de retour sur Terre. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, son assistant et le cosmonaute russe qui les accompagnait ont atterri ce lundi au Kazakhstan. Le trio a passé près de 2 semaines à bord de la Station spatiale internationale. L'homme d'affaires de 46 ans, qui a fait fortune dans le secteur de la mode, s'était fixé une liste de 100 tâches à accomplir pendant son séjour dans l'espace. Quant à son assistant, Yozo Hirano, il avait pour mission de filmer le quotidien du milliardaire à bord de l'ISS et de publier les vidéos sur YouTube. Bien qu'il se chiffre à plusieurs millions de dollars, le montant exact du séjour n'a pas été divulgué. Finalement, ce voyage marque avant tout le retour en puissance de la Russie dans le tourisme spatial après une pause d'1 décennie. Ces dernières années, ce secteur dans lequel Moscou a perdu du terrain face aux sociétés privées comme SpaceX connaît un regain d'intérêt.